Yukio Yamaji, un nom murmuré avec effroi, un nom gravé dans les recoins les plus sombres de l'histoire du Japon. C'était un monstre, un tueur de sang-froid qui a terrorisé la nation. Ses crimes n'étaient pas des crimes passionnels, ils étaient calculés, brutaux et totalement dénués de remords. Le règne de terreur de Yamaji a commencé dans la paisible préfecture de Yamaguchi. Il s'est terminé sur la potence à Osaka, laissant derrière lui un sillage de vie brisé et une société aux prises avec les abysses de la dépravation humaine. Voici l'histoire de Yukio Yamaji, le tueur en série qui a choqué une nation. C'est l'histoire d'une vie qui a mal tourné. L'histoire de la façon dont les ténèbres peuvent prospérer dans les endroits les plus inattendus. Et finalement, c'est une histoire sur le prix du mal. Yukio Yamaji est né en 1983, dans la paisible préfecture de Yamaguchi, au Japon. Son enfance est loin d'être idyllique. La famille Yamaji était pauvre, luttant pour joindre les deux bouts. Son père, ravagé par l'alcoolisme, était une figure distante, laissant le jeune Yukio en manque d'amour paternel. En 1995, la tragédie frappe. Le père de Yukio succombe à une cirrhose, le laissant seul avec sa mère. La perte de son père, aussi dysfonctionnelle que soit leur relation, laisse une cicatrice indélébile sur le psychisme de Yukio. Il devient renfermé, un adolescent sombre perdu dans son propre monde. L'école offre peu de réconfort. Yukio a des difficultés scolaires et a du mal à tisser des liens avec ses camarades. C'est un marginal, ostracisé et seul. C'est dans ces moments d'isolement que les graines des ténèbres ont commencé à prendre racine. L'année 2000 marque un tournant dans la vie de Yukio Yamaji. Il a tout juste 16 ans, un adolescent à l'aube de l'âge adulte. Mais au lieu d'embrasser l'avenir, Yamaji choisit un chemin d'une noirceur inimaginable. Par une journée étouffante de juillet, il commet son premier meurtre. La victime, sa propre mère. Les détails du crime provoquent une onde de choc dans la communauté. Yamaji, armé d'une batte de baseball en métal, a battu sa mère à mort dans leur modeste maison. La brutalité de l'acte est effrayante. La rage qui la sous-tend est palpable. Les voisins, alertés par le vacarme, contactent les autorités. Lorsque la police arrive, elle est accueillie par une scène d'horreur inimaginable. Yamaji, couvert du sang de sa mère, avoue le crime sans un éclair de remords. Le système judiciaire japonais, confronté à la nature odieuse du crime de Yamaji, agit rapidement. Il est jugé comme mineur et condamné à être placé dans un centre de détention pour jeunes. Cependant, la clémence du tribunal va s'avérer être une grave erreur de calcul. Derrière les barreaux, Yamaji ne montre aucun remords pour ses actes. Il reste renfermé, une figure solitaire hantée par ses propres démons. Les autorités, convaincues qu'il est impossible à réhabiliter, gardent un œil vigilant sur le jeune tueur. En 2003, après avoir purgé seulement 3 ans, Yamaji est libéré sur parole. Il est considéré comme présentant un faible risque, son crime étant attribué à la relation tumultueuse qu'il entretenait avec sa mère. C'est une décision qui aura des conséquences désastreuses. 5e partie. Le monstre se réveille. Une soif de sang. Après sa libération, Yamaji erre d'un petit boulot à l'autre. Il est un fantôme, hantant les marges de la société. Mais les ténèbres qu'il avait consumées dans sa jeunesse ne se sont pas éteintes. Elles ont couvé, devenant plus fortes chaque jour qui passe. Le besoin de sang, le désir d'infliger de la douleur, rongent la santé mentale de Yamaji. Il ne se contente plus du souvenir du meurtre de sa mère. Il a besoin du frisson viscéral, du sentiment de puissance qui accompagne le fait de prendre une vie. En novembre 2005, Yamaji refait surface à Osaka, une métropole animée, loin du lieu de son premier crime. C'est un prédateur qui rôde dans les bas-fonds de la ville à la recherche de ses prochaines victimes. Et il n'aura pas à attendre longtemps. 6e partie, les sœurs d'Osaka, victimes d'un esprit tordu. Par une froide nuit de novembre, la soif de sang de Yamaji atteint son paroxysme. Il prend pour cible 2 sœurs, Miki, 27 ans, et Ayaka, 19 ans, qui vivent dans un immeuble tranquille. Ce sont des inconnus pour lui, leur seul crime étant d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Armé d'un couteau, Yamaji s'introduit par effraction dans leur appartement. Ce qui suit est une scène d'horreur inimaginable. Il attaque les sœurs, les soumettant à une nuit de terreur inimaginable avant de mettre fin à leur jour. La brutalité des meurtres
provoque une onde de choc à Osaka. La ville, peu habituée à une telle violence, est saisie de peur. La police, soumise à une pression immense pour attraper le tueur, lance une chasse à l'homme massive. 7e partie, justice est faite, le procès et la sentence. Les autorités ne mettent pas longtemps à retrouver Yukio Yamaji. Ses empreintes digitales, retrouvées sur le lieu du crime, correspondent à celles de sa précédente arrestation. Il est appréhendé dans un hôtel miteux, le sang de ses victimes tachant ses vêtements. Le procès de Yukio Yamaji est un événement médiatique. La nation regarde avec horreur les détails de ses crimes être révélés. L'accusation, présentant une montagne de preuves, réclame la peine de mort. Yamaji, de son côté, reste impassible, ses yeux ne trahissant aucun remords. En décembre 2006, le verdict est rendu. Yukio Yamaji est reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui et condamné à mort par pendaison. Le juge, dans ses conclusions, qualifie Yamaji de menace pour la société. Un homme au-delà de toute rédemption. 8e partie, écho de la peur. Le Japon réagit à l'horreur. Les crimes de Yukio Yamaji provoquent une onde de choc dans la société japonaise, laissant les citoyens dans un état de stupeur et d'incrédulité. La brutalité de ses actes, le meurtre insensé de sa mère et des sœurs d'Osaka, secouent la nation au plus profond d'elle-même, créant une atmosphère de peur et de méfiance. L'affaire déclenche un débat national sur la peine de mort, les opinions étant très partagées et les discussions devenant de plus en plus passionnées. Certains affirment que Yamaji ne mérite rien de moins que la mort, que son exécution servira de moyen de dissuasion pour les futurs criminels, et qu'elle apportera un sentiment de justice aux familles des victimes. D'autres, cependant, remettent en question la moralité de la peine capitale, arguant qu'elle rabaisse la société au niveau du tueur et qu'elle ne résout pas les problèmes sous-jacents de la criminalité. L'affaire Yamaji a également mis en lumière la question de la criminalité juvénile au Japon, soulevant des questions sur la réhabilitation et la prévention. La clémence dont a fait preuve Yamaji après son premier meurtre a été vivement critiquée, beaucoup affirmant qu'une peine plus sévère aurait pu éviter la tragédie d'Osaka et que des réformes sont nécessaires pour éviter de telles erreurs à l'avenir. 9e partie, le débat sur la peine de mort, châtiment ou vengeance. C'est une question qui divise profondément les opinions publiques et politiques. Le débat entourant la peine de mort est complexe et chargé d'émotions. Il touche à des questions fondamentales de justice, de morale et de société. Au Japon, pays où le taux de criminalité est relativement faible, la peine capitale reste une question controversée. Les opinions sont partagées entre tradition et modernité. Les partisans de la peine de mort affirment qu'elle rend justice aux victimes et à leurs familles, et qu'elle dissuade de commettre des crimes. Ils croient que certaines actions méritent la peine ultime. Les opposants, quant à eux, affirment que la peine de mort est cruelle et inhumaine, et qu'elle ne dissuade pas efficacement de commettre des crimes. Ils soulignent l'importance de la réhabilitation. Ils soulignent le risque d'erreur judiciaire et affirment que la prison à vie est une peine plus juste et plus humaine. La possibilité de rédemption est un argument clé. L'affaire Yukio Yamaji a mis ces arguments au premier plan de la société japonaise. Ce cas a suscité un débat national intense. Elle a obligé les gens à se confronter à leurs propres convictions sur la justice, la punition et le caractère sacré de la vie. Les discussions continuent, sans solution simple en vue. 10e partie, dernier souffle, le dernier jour de Yamaji. Le 28 juillet 2009, après avoir épuisé tous les recours légaux, Yukio Yamaji est exécuté par pendaison au centre de détention d'Osaka. Ce jour-là, une atmosphère lourde pesait sur le centre, chaque minute se rapprochant de l'inévitable. Sa mort marque la fin d'un chapitre sombre de l'histoire criminelle japonaise, mais elle ne répond guère aux questions que ces crimes ont soulevées. Les mystères entourant ses motivations restent irrésolus. L'exécution de Yamaji a suscité des réactions mitigées. La société japonaise était divisée, certains voyant en cette exécution une justice rendue, d'autres y voyant une simple vengeance. Certains ont estimé que justice avait été rendue, tandis que d'autres ont pensé que la peine de mort ne faisait rien pour s'attaquer aux causes profondes de la violence. Les débats sur la peine capitale se sont intensifiés. Les familles de ces victimes ont dû faire face à leur deuil, hantées par le fait que rien ne pourrait ramener leurs proches. Leur douleur était palpable, chaque fleur déposée symbolisant une vie perdue. Le cas de Yukio Yamaji nous rappelle de façon effrayante la capacité de mal qui existe au plus profond du cœur humain.
Il nous pousse à réfléchir sur la nature de la justice et de la rédemption. C'est une histoire qui continue de résonner au Japon, obligeant la nation à se confronter à des vérités inconfortables sur elle-même et sur la société qu'elle a créée. Une histoire qui, malgré le temps, ne s'efface pas de la mémoire.